absolument nécessaire qu'il y ait une véritable rupture avec les pratiques et surtout l'état d'esprit qui a régné dans le football tunisien, disons de 1988 à 2010. Et il y a, disons, il faut qu'il y ait un mea culpa indispensable. Il faut absolument, moi, je me démène un peu pour qu'en Tunisie, on puisse faire des états généraux ou une conférence nationale sur le sport tunisien, que des avis s'expriment, que tous les acteurs de la scène sportive, qu'ils soient joueurs officiels ou dirigeants, journalistes, puissent s'exprimer et qu'on puisse arriver, disons, à synthétiser toutes les contributions et à présenter un projet cohérent. Mais j'insiste beaucoup, il faut qu'il y ait une rupture totale avec l'état d'esprit qui a régné dans le football tunisien pendant plus de 20 ans. Et cette rupture implique obligatoirement que tous ceux qui étaient en place pendant cette période-là disparaissent de la scène, parce qu'on ne peut pas rebâtir un football ou un sport digne de ce nom avec une conception moderne et progressiste en gardant les mêmes personnes aux mêmes places. Le football africain, je pense que ce sera la plus grosse déception de ma carrière. Je ne pensais pas que, après 50 ans de carrière, je verrais ce que je vois maintenant. On peut dire en gros que le football africain a connu un développement, mais il n'a pas connu de véritable croissance. C'est-à-dire qu'il y a maintenant beaucoup de compétitions, il y a beaucoup d'argent, mais je ne pense pas que fondamentalement le niveau du football africain aujourd'hui soit meilleur qu'il y a 30 ou 40 ans. Et pour preuve, nous avons quand même les résultats de nos équipes à la Coupe du Monde, puisque l'Afrique a délégué en 2010 6 représentants. Il y a un seul qui a pu franchir le premier tour et les autres ne l'ont pas réussi. Alors que je rappelle qu'en 90 en Italie, avec 2 représentants seulement, le Cameroun est arrivé en quart de finale. Ce qui veut dire que fondamentalement, le football africain est en perte d'identité. Pour la raison bien simple, c'est que maintenant, tous les joueurs, pratiquement l'élite, est expatriée, que cette élite-là joue dans des clubs européens, qu'elle est formatée par les exigences des entraîneurs et des employeurs européens, qu'elle a perdu au fur et à mesure la spécificité du football africain. Et je vous donne un exemple, l'équipe d'Algérie actuelle, en quoi représente-t-elle ce qui a fait, disons, le charme et la beauté du football algérien des années 80 ou même avant? Je ne me reconnais pas, je trouve que c'est une équipe complètement européenne dans son état d'esprit, dans sa manière de jouer. Et pour moi, le football africain, ce n'est pas ça. Le football africain, c'était l'équipe du FLN, c'était l'équipe d'Algérie de 68, l'équipe d'Algérie de 82, qui a porté quelque chose dans le football mondial. Je crois que nous sommes vraiment en perte de repères et d'identité. Et ça va durer, puisque maintenant, je vous dis, avec l'exode massif qu'il y a, il n'y a plus de véritable équipe africaine. Nous avons des équipes d'expatriés. Évidemment, ces équipes d'expatriés, il y a souvent des bons joueurs, mais il n'y a pas de grandes équipes. Vous prenez les joueurs individuellement, quand ils sont en Europe, ils ont un environnement sportif, matériel, technique, médical, qui est supérieur à ce qu'ils trouvent au niveau des équipes nationales, ce qui fait que leur rendement, il est inférieur à leur rendement dans les clubs européens. Et c'est pour ça qu'à la Coupe du Monde, la différence se fait assez rapidement. Et l'autre problème, c'est que nous n'avons plus de grands clubs aussi, surtout en Afrique subsaharienne. Il y a des clubs qui vivotent, mais il n'y a plus de grands clubs comme avant, comme ce qui est aujourd'hui, si vous voulez, l'Afrique du Nord a exercé pratiquement un monopole sur la Coupe d'Afrique des clubs champions. Mais c'est un monopole qui est à mon avis artificiel parce qu'il repose uniquement sur l'argent. Il ne repose pas beaucoup sur les valeurs sportives. Parce
que les clubs d'Égypte ou de Tunisie arrivent à conserver leurs meilleurs joueurs ou en acheter d'autres parce qu'ils ont l'argent. L'exemple aussi de Mazembe qui a été champion d'Afrique, c'est qu'aussi là, il y a quand même un apport d'argent assez exceptionnel qui a permis quand même d'acheter beaucoup de joueurs, aussi bien en République démocratique du Congo que dans les pays avoisinants pour faire une équipe. Mais on a vu que cette équipe-là, une fois qu'elle est arrivée au sac continental et qu'elle a fait une bonne Coupe du Monde des clubs, maintenant elle commence, disons, à aller sur la pente descendante parce que tout ça c'est artificiel. La grande majorité des dirigeants s'intéressent aux postes, aux places et à l'argent ou à la situation de rente qu'apporte le foot. Le football en lui-même ne les intéresse absolument pas, ce n'est pas leur problème, parce que si c'était leur problème, les contre-performances en Afrique du Sud auraient dû susciter un débat, on aurait dû se poser des questions, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'on nous explique pourquoi. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs dans les clubs professionnels noirs africains et en Europe. Je dis, mais pourquoi s'en étonner puisqu'en Afrique il n'y en a pas? Quand vous prenez les entraîneurs nationaux, vous prenez le Cameroun, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez énormément de pays, à quel moment ont-ils fait confiance à des entraîneurs africains? Dès lors que les Africains ne font pas confiance à leurs propres techniciens, pourquoi voulez-vous que les Européens fassent confiance à des entraîneurs noirs? C'est évident, alors que ce sont ces entraîneurs-là qui forment les jeunes joueurs. Donc il y a une contradiction et je pense que un des échecs patents de Issa Hayatou à la tête de la CAF, c'est qu'il n'a aucun moment il n'a œuvré pour valoriser le technicien africain. Le technicien africain, c'est vraiment la dernière roue de la carrosse. On ne s'intéresse pas à lui. Les dirigeants des fédérations ne font pas confiance. On va prendre n'importe quel entraîneur qui est en chômage en Europe, on lui donne les meilleurs joueurs, mais on oublie que ceux qui ont formé les joueurs sont sur place, on ne leur fait pas confiance. Et moi je dis toujours, je m'étonne qu'en Afrique, il y a beaucoup de pays où on produit des médecins, des chercheurs, des universitaires, des économistes. Mais depuis les indépendances, on n'arrive pas à former des entraîneurs de qualité. Ça, c'est une contradiction énorme, comme si c'était vraiment impossible. Comme si le métier d'entraîneur est uniquement un métier blanc, de blanc. Ça, c'est pas normal. Moi, j'ai appartenu à une génération de journalistes qui aimaient le foot. Et on était, disons, des militants du football africain. Aujourd'hui, je crois que malheureusement, au niveau des médias du football, il y a de moins en moins de compétents, de moins en moins de journalistes qui s'intéressent réellement au foot et beaucoup de journalistes qui font uniquement de l'alimentaire. Et évidemment, rien ne les interpelle. Rien ne suscite leur curiosité, ils sont devenus, disons, les haut-parleurs des dirigeants, puisque maintenant partout, on sait, c'est une pratique que j'ai découvert depuis quelques années en Afrique, maintenant les dirigeants des fédérations, un peu partout, ils ont leurs propres journalistes qui sont à leur service et qui leur tendent le micro, et que ce sont des plumes complaisantes et qui sont à leur service. Et on oublie complètement d'être, s'il veut, un journaliste. Et pour moi, un journaliste, c'est d'abord quelqu'un qui informe, qui analyse et qui critique. Et si on ne fait pas ça, ben, on est on est un propagandiste, quoi. On est un publicitaire plus que journaliste.